Située au cœur des Alpes, la Suisse est fière de posséder un chemin de fer unique qui traverse le pays du nord au sud et parcourt les paysages de montagne les plus impressionnants d'Europe. Le train qui effectue ce voyage et relie Zermatt à Saint-Moritz est le Glacier Express de renommée mondiale. Pour la première fois de notre excursion, nous rejoignons le train BVZ à Zermatt, sanctuaire des alpinistes situé au pied du Matterhorn. Notre voyage avec la compagnie de chemin de fer Brig-Visp-Zermatt nous fait descendre dans la vallée fertile de Viège sur une voie crémaillère abrupte. À Brig, un train de la compagnie Furka-Oberalp nous dépasse avant de poursuivre son trajet pittoresque dans la vallée du Rhône. Nous pénétrons ensuite dans la belle région de Goms avec ses chalets noircis par le soleil et ses églises baroques. À la sortie du tunnel de la Furka, notre train court le long du Val d'Urseren en direction d'Andermatt avant d'amorcer la montée abrupte menant au col de l'Oberalp, le sommet de la ligne. La ligne Furka-Oberalp se termine à Disentis-Münster où l'impressionnante abbaye bénédictine domine la gare et le village. Disentis, situé au carrefour de trois grandes routes de col, joue un rôle important dans l'Oberland-Grison depuis des siècles. Les Romains conquirent cette région en 15 avant Jésus-Christ et l'appelèrent Rhaetia Prima. Leur influence y est toujours présente. Le romanche, langue tirée du latin, est encore parlé dans tout le canton des Grisons et est la quatrième langue officielle suisse. La compagnie de chemin de fer du canton adopta même le nom Rhaetia à sa fondation au début du XIXe siècle. La compagnie chemin de fer Rätic, qui couvre aujourd'hui le kilométrage le plus important parmi les compagnies suisses privées, fut fondée en 1894, l'année de la construction de la ligne de l'Albula reliant Coire à Saint-Moritz. L'année suivante, elle reprit la ligne et le matériel roulant de la compagnie Langvarth-Davos qui venait d'être créée. Au cours des 20 années suivantes, la compagnie RHB continua de développer ses voies pour desservir la plus grande partie du canton et dans les années 40, elle absorba les compagnies privées de l'Arosa et de la Bernina pour devenir la grande entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Le 1er août 1912 marqua l'arrivée très fêtée du premier train reliant Reichenau à Disentis. Et cette gare est restée un terminus pendant près de 15 ans jusqu'à la liaison des voies du Furka-Oberalp à Brig en 1926. Le service du Glacier Express en provenance de Zermatt fut mis en place dans les années 30 et depuis plus de 60 ans, sa route panoramique fait le plaisir de ses voyageurs venus du monde entier. Seules les voitures du Glacier Express font tout le voyage, tandis que le parcours de la locomotive Furka, qui a tiré le train depuis Brig, s'arrête ici. Une locomotive GE 442 de la compagnie RHB est mise en tête du convoi, auquel sont attachés d'autres matériels roulants et un wagon-restaurant double. Nous reprenons maintenant notre voyage le long de la ligne de la vallée du Rhin en direction de Coire. La gare de Disentis se trouve à 1130 mètres au-dessus du niveau de la mer et nous devons perdre près de 550 mètres d'altitude sur les 59 km nous séparant de Coire. Avant notre arrivée au pied de la vallée, la déclivité de base commencera à 2,7%. La voie traverse la vallée du Lampagna sur un impressionnant viaduc de 153 mètres de long, un des 17 ponts et viaducs jalonnant les premiers 6,5 km de notre route. Pas moins de 3 ponts enjambent le ravin profond de Rüsseinbach. En 1911, un viaduc ferroviaire fut érigé près de l'ancien édifice en bois construit en 1857, tandis qu'un troisième pont routier fut bâti en 1938.
La voie longeant la vallée du Rhin fut ouverte en 2 étapes. Sa construction commença en 1898 sur la ligne reliant Reichenau à Lens et son inauguration eut lieu 5 ans plus tard, le 1er juin 1903. Les travaux de construction recommencèrent en 1910 et avancèrent avec une telle rapidité que la ligne intégrale à destination de Die-Saint-Is fut ouverte tout juste 2 ans plus tard. Nous voyageons maintenant dans les Grisons, le plus grand canton suisse qui couvre près d'un 1/6 de la superficie du pays. Le village de Troun joua un rôle important dans l'histoire des Grisons. En 1424, le pacte de la Ligue grise y fut établi pour préserver les libertés traditionnelles et les territoires de ses habitants menacés par les incursions féodales. Les Grisons fut un des 6 cantons à accéder à la Confédération helvétique en 1803. À la sortie de Troun, la ligne pénètre dans le tunnel de Tiraun de 227 mètres de long, le premier des 6 tunnels de la ligne Die-Saint-Is-Reichenau. Le réservoir sur la droite alimente la centrale hydroélectrique locale qui dessert toute la vallée, mais pas le chemin de fer qui tire son courant de la centrale principale RHB à Sils, près de la ligne de l'Albula. La ligne à destination de Die-Saint-Is fonctionna à la vapeur jusqu'en 1922 et fut électrifiée en courant alternatif de 16 Hz 2/3 et 11 kV, un système qui fut ensuite adopté sur les sections Furka-Oberalp et BVZ de la route du Glacier Express. Le réseau du chemin de fer rétique est uniquement composé de voies métriques et fonctionne entièrement par adhésion, même dans les rampes les plus escarpées. Bien qu'elle ait conservé peu de vestiges de sa forteresse médiévale, Ilans est habitée depuis plusieurs siècles et fut la capitale de la Ligue grise. Le socle de la porte Obertor remonte à 1513, tandis que les vestiges des remparts datent surtout du début du XVIIIe siècle, époque de leur prolongement grâce au concours financier des cantons de Zurich et de Berne. L'ancien quartier pittoresque possède encore des demeures seigneuriales des XVIe et XVIIe siècles. Le Rhin antérieur, qui coule à travers Ilans, se rétrécit ensuite au fond d'un ravin formé de débris laissés par un glissement de terrain préhistorique qui bloqua le cours original de la rivière. L'une des façons les plus passionnantes d'apprécier ce paysage majestueux surnommé le Grand Canyon suisse est de participer à une des nombreuses excursions en rafting organisées localement. Le Rhin est un des grands fleuves d'Europe qui parcourt 1320 km de sa source à son embouchure, dont près d'un tiers en Suisse. Il prend sa source dans les Alpes et ne traverse pas moins de 8 cantons avant d'atteindre Bâle. Il arrose l'Allemagne et la Hollande et se jette dans la mer du Nord. Du fond de ce canyon, les vues sont imposantes et des falaises blanches s'élèvent à près de 300 mètres au-dessus de notre embarcation.
Entre les coups de pagaie énergiques, nous avons tout le temps d'apprécier le paysage magnifique environnant. La descente du canyon en radeau est pleine de sensations fortes, mais la sécurité passe avant tout et le matériel est sélectionné avec soin. Les guides expérimentés connaissent la route la plus exaltante et l'équipage ne s'ennuie pas. Nous avons maintenant la chance de traverser cette gorge dans un moyen de transport plus sec, ayant regagné le glacier express en direction de Coire. Le canton des Grisons est une région montagneuse dont l'altitude varie entre 270 mètres et 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il a non seulement une frontière commune avec près de 4 autres cantons suisses, mais il touche également l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. La voie longe le fond du canyon en suivant la rivière, bien que les arbres ne nous permettent que quelques aperçus du Rhin de notre wagon. Nous sommes passés de la rive droite à la rive gauche du Rhin et pouvons maintenant admirer cette rivière de notre fenêtre de droite. En général, le niveau d'eau reste bien au-dessous de la voie, mais le 25 septembre 1927, la rivière est exceptionnellement montée à une hauteur sans précédent et a inondé toute la voie. Nos rails rejoignent celle de la ligne de l'Albula en provenance de Saint-Moritz et nous partagerons cette route jusqu'à Coire. La ligne traverse alors le Rhin postérieur qui s'unit au Rhin antérieur pour former le grand fleuve du Rhin. À la sortie de Reichen, une double voie court jusqu'à Coire. C'est la seule section des chemins de fer éthiques à en bénéficier. Inaugurée en 1958, la deuxième ligne relie Coire à l'usine chimique Ems, le plus grand complexe industriel des Grisons.
Le prolongement de la ligne jusqu'à Reichenau fut achevé en 1962. Une troisième ligne court jusqu'à l'usine, permettant ainsi au wagon d'écartement normal de relier la fabrique au réseau principal des CFF. La gare de Coire, point de départ de nombreux voyages RHB, est également un terminus important des chemins de fer fédéraux. Cette gare admet deux types de voies. Une voie métrique pour les chemins de fer rétiques à côté d'une voie normale pour les CFF. Notre train devant faire marche arrière à Coire, c'est l'occasion idéale de visiter cette charmante ville ancienne, l'agglomération principale de la région depuis le IIIe siècle et aujourd'hui la capitale du canton des Grisons. Une cathédrale y existe depuis 451, bien que l'édifice actuel ne remonte qu'au XIIe siècle. Le palais épiscopal et la cathédrale dominent la ville, signe physique de la puissance que l'Église exerçait autrefois auprès des habitants de la région. Nous repartons maintenant pour un voyage de 90 km sur la ligne de l'Albula, reliant Coire à Saint-Moritz, station de renommée internationale. La gare de Coire a été modernisée dans les années 90 et le grand toit de verre du terminal est très spectaculaire. Notre train a fait marche arrière, perdant par là même non seulement sa locomotive, mais également son double wagon-restaurant. Il a acquis diverses autres voitures et est maintenant tiré par une des toutes dernières locomotives de la flotte RHB, la GE 443. Nous voyageons maintenant sur la section originale de la ligne de l'Albula remontant à 1894. Le tronçon allant jusqu'à Tussis fut construit sur un terrain ne présentant aucune difficulté et les travaux furent achevés en moins de 2 ans avec l'inauguration de la ligne le 1er juillet 1896. Dès la sortie de Coire, nous longeons le mont de Calanda, dont le haut sommet s'élève à près de 2000 mètres au-dessus de nous. Des gisements d'or y furent exploités au début du XIXe siècle, mais la production resta minime. Notre train traverse de nouveau le viaduc à poutres de fer de 152 mètres de long qui enjambe le Rhin postérieur. Notre voie se sépare de celle de Disentis et se dirige vers le sud en direction du bassin de Domlech. Autrefois, ce défilé jouait un rôle stratégique important et ses flancs sont parsemés de vestiges de châteaux médiévaux.
La locomotive tirant notre train est une des 9 motrices GE 443 livrées en 1994 par SLM Winterthur et munies d'équipements électriques fournis par ABB. Elles sont numérotées de 641 à 649. Les bras du siège ultramoderne du conducteur comprennent les commandes d'accélération et de freinage. Un logiciel de pointe est utilisé pour assurer la bonne marche du train et l'avertisseur identique à celui d'un camion obéit à la norme européenne UIC. La motrice GE 443 est alimentée par 4 moteurs de traction asynchrone triphasés à convertisseur statique GTO fournissant une puissance de 3132 kW aux 2 bogies à direction automatique. Elle peut atteindre une vitesse maximum de 100 km/h. C'est un modèle moins puissant de la locomotive RE 44460 produite par les chemins de fer fédéraux au début des années 90. Les extrémités de forme aérodynamique des modèles RHB ont été spécialement conçues pour assurer un passage efficace sous le tunnel de Vereina qui relie Klosters à la vallée de la Basse-Engadine. Cette forme se retrouve sur des locomotives similaires livrées au chemin de fer Montreux-Oberlin-Bernois et au chemin de fer BAM près de Lausanne. La gare de Tussis est un édifice moderne reconstruit au début des années 90. Elle n'est jamais déserte grâce à 3 sculptures en bronze intéressantes créées par Robert Endermore. Le village de Tussis s'est développé à l'intersection de la vallée de l'Albula et de la Via Mala, qui signifie la voie du mal. Cette profonde gorge renferme la route du col de San Bernardino, reliant l'est de la Suisse au canton du Tessin et à l'Italie. À son endroit le plus étroit, une série de 300 marches permet aux visiteurs énergiques de descendre le flanc de la vallée. La plateforme panoramique du bas donne une perspective impressionnante de la crevasse rocheuse et des 2 vieux ponts qui enjambent la rivière près de 70 mètres au-dessus du fond de la vallée. Le sentier d'origine, construit en 1473, fut supplanté par une voie pavée au début du XIXe siècle pour introduire un service régulier de malle-poste. Entre autres options, les ingénieurs des voies ferrées envisagèrent une route vers l'Italie en passant par la Via Mala et le col de Splugen. Ils choisirent finalement de suivre la vallée de l'Albula, une route potentiellement plus lucrative, pouvant toujours être reliée à l'Italie de Saint-Moritz à Chiavenna. Cependant, une compagnie privée construisit une voie de l'autre côté du col du Splugen entre Mesocco et Bellinzona. Elle fut inaugurée en 1907 et absorbée par la compagnie RHB en 1942. La ligne Bellinzona-Mesocco est le seul tronçon des chemins de fer éthiques à sortir du canton des Grisons, sa partie la plus au sud se trouvant dans le Tessin. En 1972, le tronçon méridional de la ligne entre Bellinzona et Castiglione a été fermé et 7 ans plus tard, le tronçon le plus au nord, entre Cama et Mesocco, a également cessé de fonctionner. Aujourd'hui, le reste de la voie n'est desservi que par un service de marchandises peu fréquent. Ces wagons à écartement normal arrivent à Castiglione par la ligne du Gotthard des CFF, où ils sont transférés sur des wagons pleins pour ferroutage à voie métrique. Après Tussis, nous suivons la vallée de la rivière de l'Albula en remontant sa source jusqu'au-dessus de Preda dans la montagne. Après Tussis, les ouvriers et les ingénieurs ont été confrontés à un défi géographique qu'ils ont su relever à l'aide de nombreux tunnels et viaducs. Commencée en 1898, la construction de la ligne avança relativement vite. La voie de 59 km menant à Celerina fut mise en opération en l'espace de 5 ans, tandis que le dernier tronçon de 2,5 km jusqu'à Saint-Moritz fut inauguré 12 mois plus tard.
viaduc permettant à la voie ferrée de traverser la vallée de l'Albula à Solis a été construit entre l'ancien et le nouveau pont-route. Cet ouvrage de près de 164 mètres est le plus long de la ligne de l'Albula et également le plus élevé, d'une hauteur de 85 mètres. Perchée au bord du précipice, au-dessus de la voie, l'église de Saint-Pierre de Mistaille remonte au 8e siècle. À l'intérieur, les murs sont décorés de peintures médiévales bien conservées. Le village de Tiffencastel joue un rôle important au carrefour des routes des cols de l'Albula et du Julier en Engadine. Le col du Julier est le plus ancien et se trouvait sur la principale route nord-sud des Romains. Au XIXe siècle, lors de la construction des routes de Malposte, Tiffencastel est devenu un relais pour changer les chevaux. Le pic conique de Muchata, dont le sommet s'élève à 2623 mètres d'altitude, domine la vue de la vallée de l'Albula. À la sortie d'Alvanoy, les ingénieurs durent faire face à un énorme problème. Continuer la montée sur le flanc de la vallée tout en traversant la gorge profonde dessinée par la rivière Landwasser. Le viaduc construit à cet effet est une des merveilles de cette ligne. D'une longueur de 142 mètres, il décrit une courbe de 100 mètres de rayon et s'engouffre directement dans un tunnel percé dans la façade rocheuse 65 mètres au-dessus de la rivière. Cette élégante œuvre d'art en pierre est un des ponts les plus photographiés d'Europe.
Aux abords de la gare de Filissure, notre voie rejoint celle en provenance de Davos qui fut mise en service en 1909. La gare de Filissure accueille les services réguliers de Coire et Saint-Moritz et les passagers de la ligne de l'Albula ont une correspondance immédiate dans le train de Davos qui les attend. La gare de Filissure reçoit régulièrement la visite d'une locomotive plus ancienne de la flotte électrique RHB qui a fièrement tiré les trains du Glacier Express pendant des années. 15 locomotives GE 661, affectueusement surnommées bébé crocodile à cause de leurs mouvements sinueux et ondulants dans les virages serrés de la ligne de l'Albula, avaient été mises en service dans les années 20. Leurs nez abritent tous un moteur de traction de 794 kW qui actionne leurs 3 essieux à l'aide d'un arbre de renvoi secondaire et de barres d'attelage qui rappellent les anciennes locomotives à vapeur. Elles atteignent une vitesse maximum de 55 km/h, environ la moitié de la vitesse de notre locomotive du Glacier Express. Jusque dans les années 80, elle tirait quotidiennement des trains de passagers et de marchandises et 4 de ces vétérans populaires sont encore en bon état de marche. Leur parc est en général constitué de voitures salon qui avaient été commandées à l'origine pour le Golden Mountain Pullman Express de la MOB et rendent le voyage extrêmement confortable. Les voyageurs désirant des rafraîchissements peuvent se procurer une sélection de mets légers et de boissons dans l'élégantes voiture Stivara Etica dans une ambiance agréable. Cette dernière remonte à 1929 et fut remise à neuf au début des années 90 avec des murs et un plafond lambrissé. Il est possible de s'asseoir au bar ou de s'attabler. À l'origine, la ligne de l'Albula marchait à la vapeur et la RHB a conservé en bon état 3 des anciennes locomotives. La numéro 1, Racia, acquise par la compagnie Langvark Davos en 1896, ne fait plus que quelques rares sorties. Les 2 machines qui travaillent encore aujourd'hui sont les locomotives GE 45 numéro 107 et 108. Construite par SLM en 1906, la 108 est entreposée à Samaden, d'où elle fait quelques excursions dans la vallée de l'Engadine. Sa sœur, la 107, basée dans les hangars de Landkart, est également en bon état de marche. À la sortie de Filissure, notre locomotive sophistiquée doit faire grimper notre train sur le flanc de l'étroite vallée de l'Albula. Nous devons gagner 740 mètres d'altitude avant d'atteindre le sommet de la ligne, ce qui nécessite des rampes allant jusqu'à 3,5% les plus escarpées de la ligne. Dès la sortie de Filissure, nous pénétrons dans le tunnel hélicoïdal de Greifenstein de 698 mètres de long qui nous fait monter de 24 mètres sur le flanc de la vallée. La voie se cramponne au bord du versant escarpé de la montagne, un triomphe de l'ingénierie qui nécessita la construction de pas moins de 13 tunnels sur les 10 km de la ligne en destination de Bergun.
Le village de Bergun est un lieu de passage important dans la vallée depuis l'époque où les voyageurs ont commencé à traverser le col de l'Albula. Cette charmante agglomération est dominée par une tour datant du XIIe siècle, vestige des fortifications érigées dans la vallée à cet endroit. En 1323, un incendie désastreux a détruit la majorité du village et des traces de cette conflagration ont été déterrées lors de récentes fouilles archéologiques. Un grand nombre de maisons datent des XVe et XVIe siècles et représentent bien le style engadinois avec oriel traditionnel. À l'ouverture du service de Malpos au col de l'Albula en 1868, Bergun est devenu un relais important avec des hôtels confortables destinés à accueillir les passagers. Cette longue tradition hospitalière a été maintenue et ce village est un lieu de vacances populaire. Au cours des dernières années, la région a servi de cadre pittoresque pour un feuilleton télévisé intitulé Didirectorine, basé sur l'Office du tourisme local. La motrice Crocodile numéro 407 a trouvé sa dernière demeure près de la gare de Bergun. Après 8 ans à Zurich, elle est maintenant revenue au Bercail et monte la garde sur le village. Après Bergun, notre train doit gagner rapidement de l'altitude. Il est réussi grâce au prolongement artificiel de la ligne en 3 boucles serpentant sur le flanc de la vallée et un tunnel hélicoïdal à chaque extrémité. Nous pouvons admirer les vues du village des fenêtres de droite du train alors que nous parcourons le premier niveau de la voie. Des enthousiastes se sont installés à l'étage supérieur du musée de Bergun pour faire un modèle du tronçon de la ligne de l'Albula reliant Bergun à Preda. Après le passage du viaduc de Clix, la voie pénètre dans le tunnel de God de 486 mètres de long qui nous fait revenir vers le village tout en élevant la voie de 17 mètres d'altitude. Le village et la voie que nous venons de surplomber sont maintenant visibles de notre gauche, de même que l'agglomération de Latsch, au Perché, qui servit de cadre pour le film suisse Heidi dans les années 50. Le deuxième tunnel de Platz ne fait que la moitié de la longueur du précédent et élève la voie d'à peine 9 mètres de hauteur. Après Muot, les ingénieurs du chemin de fer eurent la tâche ardue de faire courir la ligne à travers l'étroite vallée en lui faisant gagner de l'altitude sans avoir recours à un système à crémaillère. Ils y parvinrent en faisant passer la ligne dans 3 tunnels hélicoïdaux et en la faisant traverser la rivière de l'Albula à 4 reprises. Dès le premier passage de la rivière de l'Albula, nous pénétrons dans le tunnel hélicoïdal de Rungux de 652 mètres de long qui effectue un virage à droite.
Cet ouvrage a permis à notre train de prendre 23 mètres d'altitude et nous apercevons au-dessous de notre voie le premier viaduc de l'Albula niché dans la vallée. La route du col qui descend dans la vallée en serpentant de Preda à Bergune est fermée aux automobilistes en hiver et se transforme en une piste de luge époustouflante. Nous entrevoyons le troisième viaduc de l'Albula se dressant au-dessus de nous avant de nous engouffrer dans le tunnel de Tuoa. D'une longueur de 667 mètres, c'est le plus long tunnel hélicoïdal de ce tronçon de la ligne. Il élève la voie de 24 mètres avant d'émerger sur l'imposant viaduc. Cet ouvrage voûté en pierre porte la voie sur une distance de 138 mètres et quelques 27 mètres au-dessus du lit de la rivière. Bien que son érection remonte en grande partie à la construction de la voie, la galerie par avalanche en courbe de Maliera de 220 mètres de long a été construite entre 1983 et 1985. Ayant traversé la rivière pour la dernière fois, nous entrons maintenant dans le dernier tunnel hélicoïdal, le Zuondra, qui est le plus court, à 535 mètres de longueur. La prise d'altitude de 19 mètres est suffisante pour que la voie puisse continuer en direction de Preda. La ligne termine sa montée sur le flanc de la vallée à Preda. La route continue son chemin au travers des bancs de rocailles, puis débouche sur le col de l'Albula à 2315 mètres d'altitude, ayant traversé la ligne de partage des eaux de la mer du Nord et de la mer Noire. Le train doit cependant passer sous le tunnel de l'Albula, le plus long creusement de tout le réseau du chemin de fer rétique. Il a fallu près de 5 ans pour achever cette excavation de 5864 mètres 50, un dur labeur pour les centaines d'ouvriers du chantier. La percée fut faite en mai 1902 et l'œuvre fut terminée à temps pour l'inauguration de la ligne l'année suivante. Après avoir atteint le sommet de la ligne à l'intérieur du tunnel, à 1823 mètres d'altitude, nous redescendons doucement dans la vallée de l'Engadine. La vallée de Béver est maintenant une région paisible qui attire de nombreux marcheurs, mais des ours rôdaient en toute liberté sur ses flancs boisés jusqu'à la fin du XIXe siècle.
village de Bévert, notre voie fusionne avec celle de Skoul-Tarasp le long de la Basse-Engadine. La large vallée procure des vues panoramiques sur Pontresina. La ligne spectaculaire de la Bernina du chemin de fer éthique parcourt ces montagnes jusqu'en Italie. La vallée de l'Engadine est fort attrayante et bénéficie d'un climat exceptionnellement sec et ensoleillé qui attire de nombreux touristes. Cette région est populaire pour les sports d'hiver et le contour de la fameuse piste de Cresta est visible dans une prairie voisine. Un dernier tunnel nous amène dans la gare de Saint-Moritz, clôturant ainsi notre voyage de 8 heures à travers la Suisse. La vallée de l'Inn est habitée depuis l'âge de bronze et le village de Saint-Moritz, qui s'est installé près du lac, doit son nom à Mauricius, un soldat romain martyrisé à cause de sa foi. La tour penchée, symbole de Saint-Moritz, faisait partie de l'église médiévale qui lui a été dédiée. Saint-Moritz attire des touristes depuis des siècles. Avant de devenir un lieu de villégiature favori au XIXe siècle, elle offrait les bienfaits d'une station thermale grâce à ses sources ferrugineuses. La ville a été rapidement aménagée d'hôtels et de restaurants, pourvoyant aux besoins de tous ces visiteurs qui, conquis par le climat, y passaient souvent plusieurs mois d'affilée. Le lac fait partie d'une chaîne de lacs dessinés à l'ère glaciaire dans la vallée de la Haute-Engadine. Il se prête aujourd'hui à un grand nombre de sports nautiques. Les personnes pleines d'énergie peuvent faire de la planche à voile et bénéficier de la brise soufflant de la vallée. Les sports d'hiver se sont développés en Suisse grâce à l'hôtel Kulm, où le bar de Cresta est un lieu de rencontre privilégié. Saint-Moritz est célèbre dans le monde entier pour sa piste de Cresta. La première course eut lieu en 1885 et la piste fut utilisée pour les Jeux Olympiques de 1928 et de 1948. Toutes les modes vestimentaires s'y retrouvent, du pantalon de golf traditionnel avec des chaussettes en laine épaisse aux combinaisons colorées fabriquées avec les toutes dernières fibres aérodynamiques. Le bâtiment actuel du club, strictement réservé aux membres, remonte à 1963 et a remplacé l'ancien pavillon de cricket en bois qui avait été importé spécialement d'Angleterre. Autrefois, les femmes participaient aux compétitions de descente de la Cresta, mais aujourd'hui, seuls les hommes dévalent cette piste prodigieuse en skeleton, le visage à quelques centimètres de la glace. En outre, Saint-Moritz possède la plus ancienne piste de bob du monde, que les concurrents descendent dans un bobsleigh à 2 ou à 4 places. Hommes et femmes ont le droit de participer à ces épreuves. La piste d'1,5 km ne sert pas uniquement au bobsleigh, mais aussi à des courses moins habituelles comme le patinage de vitesse, regroupant les épreuves en combiné et de sprint. Garder l'équilibre est un véritable défi et les chutes ne manquent pas. Mais c'est là tout le charme hivernal que nous offre la Suisse. Le train Glacier Express offre à ses passagers une aventure inoubliable lors d'un voyage des plus spectaculaires dans les Alpes suisses, des glaciers de Zermatt jusqu'au lac de Saint-Moritz.